Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans le studio de Police pour la vérité pour une émission particulière et d'une gravité qui ne vous échappera pas. Alors avant de commencer, je voudrais très rapidement vous présenter Police pour la vérité, qui est une association indépendante, apolitique et dénuée de tout conflit d'intérêts. Nous sommes au service des métiers de la sécurité, policiers, gendarmes, pompiers, militaires, douaniers, agents pénitentiaires. Cette association a été créée pour les défendre ces institutions au moment, donc en 2020, du Covid et de l'instrumentalisation dont certaines de ces professions ont été l'objet. Nous sommes également au service des citoyens et c'est à ce titre aujourd'hui que nous allons recevoir les invités que je vais vous présenter dans quelques instants, puisqu'on parle vraiment d'un sujet qui ne concerne pas forcément les forces de sécurité, quoique tous ou presque sont parents ou grands-parents. Et donc, nous allons nous sentir concernés par le sujet qui nous préoccupe. Donc, tout le monde peut adhérer à Police pour la vérité. Je pense que ça, vous venez de le comprendre. Donc, bienvenue à tous et merci d'être là. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le concours des lycéens 2024. Grossière provocation ou vulgaire erreur, quelle que soit la démarche qui a été faite, elle reste une chose que nous avons beaucoup de mal, en tout cas à PPLV, à comprendre. Donc l'institution phare que représente l'éducation nationale dans une république comme la d'autres est victime aujourd'hui d'une démolition acharnée de ses missions, de ses personnels et de ses élèves. Donc la pornographie a-t-elle sa place dans l'éducation nationale? Ça va être tout le sujet de notre émission. Et pour en parler, donc, je reçois deux invités. Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, et Olivia Sarton, ancienne avocat, juriste pour l'association Juristes pour l'enfance. Donc Sophie, je vous passe la parole pour vous présenter et présenter votre association. Merci en tout cas à toutes les deux d'être avec nous. Bonjour Cathy, merci beaucoup de nous accueillir et de prendre ce sujet au sérieux. C'est important pour nous que le travail que nous faisons dans ce type de circonstances puisse être diffusé au plus grand nombre, hein, évidemment, à tous les parents, tous les grands-parents, tous ceux qui sont en contact avec des enfants. Donc moi, je suis Sophie Audugé, je suis déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation. SOS Éducation est une association indépendante de tout mouvement politique, confessionnel, etc. Notre mission sociale est de rassembler tous les citoyens qui veulent agir et défendre une école qui instruit, une école qui respecte l'autorité parentale, une école qui soutient les professeurs dans leur mission d'instruction et une école dont les politiques éducatives mises en œuvre en son sein ne sont poussées que par l'intérêt supérieur de l'enfant, son instruction, son développement et son bien-être, sa protection. Voilà. Merci Sophie. Olivia, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Cathy et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter ou nous voir. Alors, je suis donc Olivia Sarton, je suis juriste au sein de l'association Juristes pour l'enfance, qui est une association également apolitique et qui réunit des juristes et des personnes qui sont investis auprès de l'enfance pour mettre leur expertise au service de la défense des droits et besoins fondamentaux des enfants. Et notamment, nous travaillons à obtenir le respect du temps de l'enfance et du statut de la minorité, qui sont deux valeurs aujourd'hui fortement attaquées. Et nous agissons donc sur le terrain juridique en nous appuyant notamment sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée dans le cadre de l'ONU en 1989, mais aussi évidemment sur les textes de loi français. Merci beaucoup Olivia. Alors c'est Sophie qui va avoir la rude tâche de lancer notre sujet. Alors je sais que Sophie, vous allez à des moments donner lecture, parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi on parle. Hein. Ce matin, on ne va pas parler de bisous échangés dans une cour d'école, on va parler de choses graves
qui relèvent du domaine de la pornographie. Donc, vous allez être contrainte à un moment de lire des passages. Donc, peut-être simplement pour prévenir nos auditeurs et nos auditrices, s'ils ont des enfants à proximité, avant de les lire, de l'indiquer, quoi, il faut vraiment éloigner les enfants de l'ordinateur, du téléphone, etc. Donc, je vous laisse la parole, Sophie, et je vous remercie infiniment. Merci Cathy à nouveau. Alors oui, en fait, je pense que ce qui est peut-être important, c'est de remettre un peu dans le contexte. Là, on va vous parler en fait d'un livre qui fait partie de la sélection du concours lycéen, qui contient 14 livres. Et en fait, ce qui est peut-être important pour que vos auditeurs et spectateurs nous comprennent bien, c'est de connaître un peu l'historique. En fait, le prix Goncourt célèbre ce qu'il y a de mieux dans la littérature française tous les ans. Et puis, il y a une petite vingtaine d'années, enfin un peu moins de 20 ans, à la fois la FNAC, qui est donc une entreprise commerciale, et à la fois l'Éducation nationale, ont décidé, dans le cadre d'un partenariat, de proposer, dans le cadre du cours de français pour des lycéens, la lecture des 14 ouvrages, la lecture de la sélection du Goncourt annuel. Le Goncourt n'est pas partie prenante de ce partenariat. Il a juste donné un accord de principe. C'est important, je pense, de le signaler, notamment au regard des questions juridiques qui peuvent se poser dans le cadre qui va nous occuper. Et donc, chaque année, depuis lors, la sélection du Goncourt, qui peut contenir entre une dizaine ou une quinzaine d'ouvrages, ce n'est pas toujours fixe, eh bien, cette sélection, elle est transmise par la FNAC en nombre suffisant à tous les élèves des lycées qui vont participer à ce prix. Pour être extrêmement concret, cette année, pour le concours 2024, il y a 53 établissements scolaires qui participent au prix Goncourt lycéen. Ça correspond à 2000 élèves. Et donc, il y a 2000 élèves qui, dans le cadre de leur cours de français, se sont vus attribuer des exemplaires des livres qui sont en compétition pour obtenir le prix Goncourt et qui donc ont eu à le lire, donc à la maison, etc. et qui rentrent dans un processus de travail d'analyse et de littérature dans le cadre du programme de français et des heures de français. Ils vont devoir débattre de ces livres-là et puis ils vont ensuite choisir lequel a retenu leur préférence. Et donc, c'est vraiment un travail dans le cadre de l'enseignement de français qui est fait chaque année sur ces livres-là. Nous n'avions, je crois que Olivia pourra le dire elle-même, on n'avions que très peu de connaissances en fait du fonctionnement de ce mécanisme-là. Et en fait, nous avons été alertés, nous, SOS Éducation, par une maman, il y a un peu plus de 3 semaines, peut-être un mois maintenant, qui a contacté l'association, donc SOS Éducation, en nous interpellant, en disant, voilà, je suis très choquée. Mon fils vient de m'apporter un livre qu'il a à lire dans le cadre de son cours de français, qui est le livre Le Club des enfants perdus de Rebecca Liguieri, dans le cadre des 14 ouvrages en lice pour le prix Goncourt. Et ce livre a des propos clairement pornographiques, extrêmement choquants, à tel point que mon fils a été stupéfait, sidéré. Et heureusement, j'étais là. Heureusement, il a eu le réflexe de venir me voir et j'ai pu constater. Et elle nous envoie donc les pages qui sont entre les pages 50 à 54 de l'ouvrage, dont je pourrais vous lire des extraits, évidemment, et que l'on découvre, nous également, avec stupéfaction. Et donc là, on se procure le livre, qui fait à peu près 500 pages, et on découvre une succession de scènes pornographiques extrêmement détaillées, aux propos évidemment très crus, sur des pratiques scatologiques, sadomasochistes, sans jamais évidemment les dénoncer, sans jamais évoquer de prévention. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que, je dirais, dans le malheur de cet enfant, qui aura d'ailleurs présenté des troubles des troubles traumatismes qui sont les conséquences de ces lectures. C'est-à-dire que tout ça n'est pas, vous l'avez dit, ce n'est pas, c'est dangereux pour les enfants. C'est traumatique et dangereux. Donc, il va avoir des conséquences personnellement, lui, sur son état de santé et son état psychique immédiat, conséquences immédiates et conséquences à plus long terme, qui vont évidemment impacter son rapport à la sexualité, à un moment où le jeune, je le précise quand même, on est en classe de seconde, il s'avère qu'il est né en fin d'année, il a 14 ans.
et on lui remet ce livre-là une semaine, 10 jours après la rentrée scolaire. C'est le premier ouvrage, évidemment, qu'il va devoir étudier chez lui dans le cadre de son enseignement de français en lycée. Et si vous voulez, en découvrant le livre, ce que je vais faire, moi, en parallèle de la maman, parce que la maman aussi va poursuivre la lecture, on va se rendre compte que cet environnement pornographique se caractérise non pas par une dizaine de lignes, ce qui peut arriver dans un livre. On peut avoir une page, 2 pages, enfin ça, Olivia, je pense qu'elle reviendra dessus. Ce qui est grave, évidemment, c'est très grave, c'est condamnable, c'est une infraction, etc. Mais on peut imaginer que dans un cadre particulier, eh bien, on enlève ces 2 pages-là, on les condamne, etc. Là, on n'est même pas là-dedans, c'est-à-dire que ce sont plusieurs pages qui sont parsemées dans tout le livre, c'est quelque chose de régulier, c'est une ambiance générale permanente de pornographie, de sexualité dangereuse, à risque, avec dévalorisation permanente de personnes en difficulté. À un moment, il va y avoir une personne de la rue, à un moment, il va y avoir une personne obèse. Enfin, c'est extrêmement difficile à lire à tout point de vue, notamment sur la partie pornographique, de sexualité hard, avec une présentation trash typique des sites pornographiques. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que ça prend place dans un contexte général d'une jeune fille en dépression qui programme son suicide, qui réussira son suicide à la fin, sans qu'il n'y ait jamais aucun message d'espoir, ce qui fait que donner ça à une jeunesse dont on sait que c'est aujourd'hui la première cause de mortalité est totalement inconscient. Et ce n'est pas tout, ça dans un environnement incestuel permanent. C'est-à-dire que la jeune fille est en permanence au regard et présente à la sexualité de ses parents qui est également extrêmement crue. Son père pense à la sexualité de sa fille quand il fait l'amour avec sa femme. Son père a une maîtresse que sa fille connaît et sa fille va avoir une expérience sexuelle, mais même elle va avoir une phase de sexualité avec la maîtresse de son père, dans le dos de sa mère, évidemment. La mère va ensuite avoir des relations sexuelles avec le petit copain de la fille. On apprend que la fille qui fait des cauchemars sur un bébé qui vient la hanter ces nuits, qui est un bébé malade, extrêmement cauchemardesque dans les descriptions, eh bien en fait elle va apprendre que c'est un enfant qui est l'enfant de sa mère, qu'elle a eu quand elle était très jeune, qui est la conséquence d'un inceste, puisqu'elle couchait avec son frère. C'est comme ça qu'ils ont découvert l'un et l'autre la sexualité. Et cet inceste-là, et tous ces incestes, ou ces situations incestuelles, je dirais que cette ambiance incestuelle permanente dans le livre n'est jamais condamnée, jamais condamnée. Ils vont seulement, sur quelques mots, condamner le fait que ça va donner naissance à un enfant qui, de toute façon, ne peut pas être viable, parce qu'on ne peut pas être viable quand on est un enfant qui vient d'un inceste, mais l'inceste en lui-même n'est jamais condamné, et l'origine de l'inceste est toujours présentée sur le registre du désir sexuel, du plaisir sexuel, et du libre, de donner libre cours à son désir et à ses plaisirs. Donc, tout cet environnement-là, si vous voulez, est un environnement glauque du début jusqu'à la fin, qui ne peut provoquer chez des jeunes, enfin même chez des adultes, on va être très clair, hein, moi ça a été extrêmement difficile de lire ce livre, j'ai plusieurs fois été obligée de m'arrêter parce que c'était à la limite du soutenable, tellement, en tous les cas moi, alors je suis peut-être, comme le disent certains, très sensible, mais enfin cette situation de tristesse permanente, d'absence d'espoir, de destruction, d'autodestruction que cette jeune fille, d'autodestruction de son corps, de son intimité, de cette absence d'issue. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement, extrêmement douloureux et difficile à vivre. Et même un adulte à peu près normalement constitué, il me semble, face à ce récit, ne peut pas se dire, mais si jamais j'avais lu ça quand j'étais jeune, si jamais j'avais lu ça à un moment de ma vie où j'allais pas très bien, mais comment j'aurais pu m'en sortir? Comment j'aurais pu gérer un contenu pareil, quoi, vraiment. Donc, si vous voulez, face à cela, eh bien, on a contacté notamment Olivia, hein, on a partagé, puisqu'on
on connaît nos associations et les enjeux qui sont les nôtres, et on s'aide, on se soutient. Ça nous permet aussi d'essayer d'être objectif, de faire un travail sérieux, de prendre de la distance par rapport à nos propres perceptions. Est-ce que c'est nous qui avons un biais de sensibilité? Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en parallèle, on a accompagné la maman, qui donc a choisi l'option que nous, on revendique dans ces cas-là, c'est-à-dire le dialogue. Donc, prévenir l'établissement, expliquer que c'était pas du tout un livre qu'on pouvait mettre dans les mains d'enfants, que c'était un livre au contenu pornographique, que c'était un livre dangereux pour la santé psychique, que l'environnement total et le contexte total du livre était absolument contestable pour le mettre dans les mains d'une jeunesse qui va mal et de mineurs, et que c'était donc un contenu totalement inadapté qui n'avait pas sa place dans les mains d'un enfant mineur, et encore moins dans les mains d'un enfant mineur dans le cadre scolaire, et en plus dans le cadre d'un enseignement. C'est-à-dire qu'il pourrait être à la bibliothèque, enfin à la bibliothèque de l'école, etc. Mais non, on est vraiment dans le cadre d'un enseignement. Donc, et là, la maman, pareil, on lui a dit, mais alors là, madame, on comprend que ça ait pu choquer votre fils, mais alors, franchement, là, c'est quand même… alors, si vous voulez qu'on vous trouve un livre qui corresponde à votre sensiblerie, il va en rester 2 ou 3 sur la liste des 14. Enfin, vous vous dites, c'est… Alors, on ne peut pas conseiller, comme vous nous l'avez dit, Cathy, un peu hors antenne, vous avez dit, je ne mettrai pas 1 euro dans un livre comme ça. Je crois que vous avez raison. Donc, on ne va pas conseiller à vos auditeurs de le lire, mais nous, on l'a fait par la force des choses. Vraiment, ce n'est pas de la sensiblerie du tout. Et c'est pour ça que quand, en parallèle du travail qu'a fait la maman avec l'école, que nous avons fait dans le cadre d'une émission qu'on a fait, vous nous aviez vu sur Toxin, pour alerter très largement les parents qui fassent très attention aux lectures de leurs enfants, parce que manifestement, on ne peut pas faire confiance à l'éducation nationale. Ce livre en est la preuve. Nous avons écrit un courrier au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, à la ministre de l'Éducation nationale, au ministre délégué à la réussite scolaire et à la ministre de la Culture, pour les informer que ce livre avait été mis dans les mains de 2000 enfants au moins. Peut-être même, dans le cadre des établissements scolaires non participants, il est mis à disposition au sein de l'établissement, et que de telles sélections, de telles lectures, de tels enseignements sont une mise en danger des enfants par l'institution scolaire dont elle doit répondre. Et quand on demande, on informe les pouvoirs publics et qu'on demande qu'ils agissent, et j'en finirai par là, j'étais déjà trop longue, mais je laisserai la parole à Olivia, mais ce qu'on demande, c'est reconnaissance de l'erreur, 2, retirer immédiatement la sélection Goncourt et faire vérifier les 14 livres pour s'assurer d'abord qu'il n'y en a pas un autre, et en fait, bien reconnaître que ce livre-là était totalement inadapté et qu'il y a une faute qui a été commise par l'institution scolaire de les mettre dans les mains des enfants dans le cadre d'un enseignement. Ensuite, on demande que tous les parents soient informés, que tous les parents puissent s'assurer que leur enfant n'a pas lu ce livre. Et s'il l'a lu, on demande qu'un processus de réparation soit en place. Parce qu'il est évident que des enfants qui auraient lu ce livre auront des réactions traumatiques à sa lecture et doivent être pris en charge. Quand on dit pris en charge, ça ne veut pas dire « tu as lu ce livre, qu'est-ce que tu en as pensé ?» On s'arrête là. C'est une prise en charge psychologique sur certainement un temps long de plusieurs mois, de manière à ce que l'enfant puisse passer outre ses propres réticences à exprimer et expliciter tout ce que ça a produit chez lui et qu'on puisse l'aider à réparer. On ne peut pas laisser un enfant seul face à un contenu pareil. Et puis, l'autre question que l'on pose, c'est dans le cadre des nouveaux programmes d'éducation à la sexualité qui seront bientôt publiés face à la pression que mène sur le gouvernement un certain nombre d'associations militantes, on demande clairement, puisque dans les programmes, il est prévu pour le lycée que l'éducation à la sexualité soit l'occasion de faire le lien entre l'intime et le social, on demande si ce livre, un tel livre avec ce contenu, rentre dans ces formules, excusez-moi de l'expression, totalement fumeuses, qui est en fait l'objectif fixé à l'éducation à la sexualité en lycée, c'est-à-dire de faire le lien entre l'intime et le social. Est-ce que c'est ça dont on parle avec une formule aussi fumeuse? Et ça, je crois qu'on est tous en droit d'avoir des réponses précises et claires là-dessus. Merci Sophie pour ce préambule
on ne peut plus détailler. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent de quoi nous parlons, même si vous n'êtes pas encore allé sur la lecture d'extraits. Alors, en bandeau circulant, on a le lien pour que les personnes puissent voir la lettre, enfin la partie, comment dire, la partie de la, enfin si vous voulez bien l'expliquer mieux que moi, puisque c'est vous qui l'avez fait. Oui. Alors en fait, en lien sur le site de SOS Éducation, vous avez la lettre qui a été communiquée donc au Premier ministre et aux autres ministres. Cette lettre sur notre site présente une première page qui est une page de précaution de lecture. On rappelle que les contenus qui vont suivre sont inadaptés à des mineurs. Ensuite, vous avez le courrier qui a été adressé de 5 pages, ainsi que l'annexe qui a été adressée donc au Premier ministre et au ministre. Et l'annexe comprend 12 pages de retranscription du livre. Donc, sur notre site internet et sur le lien que vous avez présenté, vous avez l'intégralité du courrier, mais sur lequel un bandeau a été ajouté sur les passages, évidemment, ce bandeau qui indique que ces contenus sont inadaptés à des mineurs. Voilà. Le courrier qui a été adressé, évidemment, est sans ces bandeaux, puisqu'on n'a pas épargné la lecture des adultes au gouvernement pour qu'ils mesurent ce qui a été mis dans les mains des enfants. Alors, pour faire le lien avec Olivia, moi, je voudrais lire une petite phrase que j'ai notée du média éducation. Donc, je suppose que c'est des enseignants qui tiennent ce média. Et ça s'appelle le Café pédagogique. C'est du 7 octobre 2024, donc c'est de cette semaine. Et c'est au sujet du Goncourt des lycéens. Le titre, c'est « Le Goncourt des lycéens sous le feu puritain ». Alors moi, ça m'a fait bondir. Déjà, rien que le titre me fait bondir, parce que si protéger les enfants aujourd'hui, c'est du puritanisme, ben, je me demande dans quel monde on est. Et alors, j'ai noté une petite phrase. Donc, il y a tout un blablabla, hein, justement, qui indique qu'il y a des associations qui montent au créneau, et Police pour la vérité est fière de monter au créneau avec SOS Éducation et Juristes pour l'enfance aujourd'hui, contre ce concours des lycéens, enfin en tout cas sur cette partie-là. Donc blablabla, de quoi susciter l'inquiétude de bien des professeurs de français face à leur liberté pédagogique, cette contestation de leur éthique professionnelle, cette remise en question de leur pouvoir d'accompagnement. Donc on parle de liberté pédagogique. Où est la liberté des enfants de dire non, je ne veux pas lire ce truc? Cette contestation de leur éthique, où est l'éthique quand on donne du pornographique à des mineurs? Et cette remise en question de leur pouvoir d'accompagnement. Alors le mot pouvoir déjà m'agace, et accompagnement, pour moi, c'est deux choses qui sont un peu antinomiques. Donc je passe la parole à Olivia qui va nous ramener sur le droit. Et la liberté, elle est limitée aussi. La liberté de chacun de nous, elle est quand même limitée à la liberté des autres. Et il en est peut-être question là aussi. Merci Olivia, je vous passe la parole. Merci Cathy. Je vais commencer par le dernier syntagme que vous avez cité, qui serait le pouvoir d'accompagnement des enseignants. Aujourd'hui, on assiste à une remise en cause du rôle des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants et même à une disqualification totale des parents. Il y a environ 2 semaines ou 3 semaines, il y a une réunion du CESE qui constitue la troisième assemblée, ce qu'on appelle la troisième assemblée parlementaire en France, le Conseil économique et social, et qui présentait, à l'occasion de la présentation d'un rapport sur l'éducation à la sexualité, c'est en réalité, pour partie, transformé en un rapport à charge contre les parents étant présentés comme toxiques, défaillants vis-à-vis de leurs enfants dans leur accompagnement justement aux outils numériques, à leur développement psycho-affectif et le développement de l'âge adolescent vers la sexualité. Et les parents étaient également présentés comme en réalité des adultes qui souhaitaient empêcher leurs enfants d'accéder à la sexualité. Donc les parents sont disqualifiés. Et donc face à cela, on présente un certain nombre de sphères, donc notamment la sphère de l'éducation nationale en l'occurrence, ou la sphère des associations comme étant des lieux où on va pouvoir libérer les enfants de la férule de la tutelle parentale et leur permettre d'accéder à une éducation
globale et totale à la sexualité. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le projet de programme d'éducation à la sexualité dont a parlé Sophie Hutchet. Donc ça, c'est la première chose, c'est la remise en cause de l'autorité parentale et du rôle des parents premiers éducateurs de leur enfant. Or, si les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, bien sûr, à côté de l'éducation nationale, c'est parce que ce sont les parents qui assument les responsabilités. Le cas est assez exemplaire dans celui qui vous a été cité de ce jeune garçon qui se voit remettre un livre à lire. Ce n'est pas le professeur qui lui a donné le livre à lire et qui prétend passer au-dessus de sa dite sensibilité qui va assumer les conséquences de la lecture de ce livre pour ce garçon. Ce sont les parents qui vont en assumer les conséquences parce que ce sont les parents qui vont devoir prendre en charge sur des mois, peut-être sur des années, le mal-être qui va être, ou carrément la dégradation de la santé mentale qui va être générée par la lecture qui a été imposée par un tiers qui se prétend supérieur pourtant à la responsabilité parentale. Donc voilà, pour les parents qui nous écoutent, il y a vraiment quelque chose, bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en cause ce que l'institution scolaire peut apporter à nos enfants, mais il s'agit de rappeler que les parents sont les premiers éducateurs parce que ce sont eux qui assument les responsabilités de tout ce qui arrive à leurs enfants par la suite. Et donc, un enfant qui a été exposé dans le cadre institutionnel à un contenu pornographique, ce n'est pas l'école qui va en assumer les conséquences, ce sont les parents. Ça, c'est la première chose très importante qu'il faut que les parents gardent en tête. Et parce qu'ils sont les premiers éducateurs et parce qu'ils sont les responsables de leurs enfants, eh bien, ils doivent se mobiliser pour faire respecter les droits et les besoins fondamentaux de leurs enfants. Et les droits et les besoins fondamentaux de leurs enfants, des enfants, ce sont les mêmes depuis l'origine des temps, on va dire, depuis qu'il y a eu des enfants, ça ne change pas. Et d'ailleurs, c'est assez poignant de voir qu'il y a des rapports là qui sortent en ce moment sur la situation des enfants dans le monde. C'est assez poignant de voir qu'en réalité, ce sont toujours les mêmes violences qui sont faites aux enfants et ce sont toujours les mêmes excuses servies par des adultes qui prétendent émanciper ou libérer les enfants ou qui prétendent que les enfants, c'est différent aujourd'hui des enfants d'il y a quelques années, voire quelques décennies ou quelques siècles en arrière. Les droits, les besoins fondamentaux des enfants sont toujours le même. Le développement psycho-affectif d'un enfant, il est toujours le même. Bien sûr, on a des variantes en fonction du contexte, mais le fond global, c'est toujours le même. Et donc, il faut respecter le développement psycho-affectif d'un enfant, il faut respecter ses droits et besoins fondamentaux au sein de l'institution scolaire. Et le principe vis-à-vis de l'éducation à la sexualité et des lectures qui peuvent être données à l'occasion d'un cours de français ou d'un cours d'éducation à la sexualité, eh bien, c'est que l'enfant n'a pas la même maturité psycho-affective et au niveau de son appréhension de la sexualité qu'un adulte. Et un enfant, au sens du Code civil français comme au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, l'enfance s'arrête seulement aux 18 ans. Donc, jusqu'aux 18 ans, le mineur est un enfant et a le droit d'être protégé dans ses droits et besoins fondamentaux. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on constate de rappeler ça et que les parents aient ça en tête quand ils doivent aller défendre leur enfant ou défendre leur position dans le cadre de l'école. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une espèce d'abaissement général de la capacité de compréhension de ce que peut recevoir un enfant dans son stade de maturité. Sophie Audugé le disait tout à l'heure, pour elle, la lecture du livre a été compliquée alors qu'elle est une adulte. Pour un autre adulte, par exemple moi qui ai l'habitude de lire beaucoup de dossiers de droit pénal, ça ne me produit pas le même effet que pour elle. Vous voyez, parce que j'ai un seuil d'habituation à lire un certain nombre de perversions ou d'actes pénals répréhensibles qui fait que mon niveau de tolérance est plus élevé et plus haut. Donc le contenu va moins m'impacter que quelqu'un qui n'est pas habitué à lire ce type de faits exposés. Eh bien, pour un enfant, évidemment, c'est encore pire. Et le problème, c'est que les adultes semblent l'avoir totalement oublié parce que la société, de manière générale, est tout le temps exposée à du contenu
extrêmement violents, que ça soit dans le domaine de la littérature, des arts, des films, etc., mais aussi dans la vie réelle. Évidemment, on est dans un monde extrêmement violent dans lequel l'information circule et continue, donc on est en permanence exposé à une information très violente, à une société également très sexualisée. On parle même, on peut d'ailleurs évoquer à ce sujet-là la pornographie. On est dans une société pornifiée dans laquelle la plus grande partie des adultes, mais aussi des enfants sont exposés à du contenu pornographique en permanence, ce qui fait que notre seuil d'appréhension de ce que peut supporter et de ce à quoi devrait avoir accès un enfant, eh bien, il est biaisé, il est faussé. Et donc, ce qui explique que les parents doivent défendre leurs enfants parce que parfois, ils vont se retrouver dans la sphère institutionnelle avec en face d'eux des adultes qui n'ont plus conscience de ce que c'est que le temps de l'enfance et de la nécessité de respecter ce temps de l'enfance. Donc, ce n'est pas des adultes qui sont forcément de mauvaise volonté. Il y en a quelques-uns qui sont de mauvaise volonté parce qu'ils ne veulent pas écouter les avertissements qui sont dispensés par les pédopsies, par les juristes comme nous, etc. Mais il y en a un certain nombre qui ont juste plus conscience de ce que c'est que le temps de l'enfance. Voilà. Alors, peut-être on s'arrête là pour le moment et puis je donne un peu après, si vous voulez, des pistes sur les éléments de droit, enfin, la manière dont peuvent réagir les parents quand ils se retrouvent dans une situation dans laquelle s'est retrouvé ce jeune garçon. Tout à fait. Avant de repasser la parole à Sophie, vous avez évoqué la pornographie et donc l'éducation à la sexualité justement qui est mise en place dans les établissements scolaires actuellement, avec difficulté quand même. On le sent que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et merci à ces enseignants qui résistent. L'éducation à la sexualité a soi-disant pour objectif de lutter contre la pornographie qui serait la principale source d'éducation qu'auraient nos enfants. Alors, c'est super hein, de vouloir lutter contre l'accès des enfants à la pornographie, mais je pense qu'il y a quand même plus simple. Il y aurait simplement à, comment dire, mettre un accès contrôlé des sites pornographiques qui sont en ligne, puisque les enfants, ils vont principalement sur ces sites pornographiques en ligne. Un enfant ne peut pas aller parier sur la Française des Jeux. Il y a un blocus, il y a une clé à avoir pour pouvoir y aller. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas une clé, un double verrou sur le sujet de la pornographie? C'est vachement plus simple. Et au moins, on n'est pas en train de parler en collectif de l'intimité, parce que l'intimité de chacun, elle lui est propre, et on ne parle pas de son intimité en groupe. Là, déjà, on est sur une violation de l'intégrité psychique des personnes. Et quand on sait que, au minimum, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, forcément, dans une classe de 20 élèves, nous aurons à peu près 4 enfants qui sont victimes de violences sexuelles et on va leur parler de leur intimité. On va leur demander de parler de leur intimité, mais on va les mettre tout de suite en dissociation, ces gamins. Ils vont tout de suite faire un blackout au niveau psychique. Enfin, là, je vais passer la parole à Sophie, qui est bien plus compétente que moi en la matière. Mais voilà, c'est une agression épouvantable. Et donc, vous dites effectivement, Olivia, que les professionnels ne sont pas forcément conscients du mal qu'ils sont en train de faire aux enfants quand ils abordent cette question de l'intimité avec eux d'une façon collective. À vous, Sophie. Merci Cathy, merci Olivia. Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on a tenu à faire dans le livre qu'on vient de sortir avec Maurice Berger, Nicolas Théa et Régis Bruno. Et d'ailleurs, Olivia a contribué aussi largement à ce travail. Hein, dans le cadre donc là, merci Cathy, vous mettez le livre à l'antenne. Il existe également un rapport qui est encore plus détaillé, qui est accessible gratuitement sur le site SOS Éducation. C'est important de le dire parce qu'évidemment tout ça n'a pas d'enjeu financier, mais bien des enjeux d'information et des enjeux de protection. Nous agissons dans un registre, vous l'aurez compris, qui n'est pas celui de l'idéologie, mais de la protection. Ce que disait Olivia est très important, hein, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en 2024, un enfant reste un enfant, un adolescent reste un adolescent. Donc, et notamment sur l'enfance et le temps de l'enfance. Et c'est ce que nous avons tenu à faire dans le rapport et qui est repris dans ce livre, c'est-à-dire qu'on explique
chacune des phases du développement de l'enfant de manière assez détaillée, de manière à ce que chaque adulte autour d'un enfant puisse se réconcilier ou réapprendre ou libérer les carcans qu'il s'est lui-même fixés face à l'invasion dogmatique et idéologique qui est sur toute la sphère publique aujourd'hui, et de retrouver le bon sens. Voilà. Donc, on a pris soin de réexpliquer ce qu'était un enfant et pourquoi présenter ce qu'ils appellent de l'éducation à la sexualité déjà n'a aucun sens. On n'éduque pas à la sexualité. La sexualité est quelque chose qui s'éprouve entre des personnes consentantes et fonctionnelles sexuellement, ce que n'est pas un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Et puis, la sexualité est également une des compétences les plus élaborées chez l'être humain, puisqu'elle nécessite un développement physiologique qui ne va démarrer qu'à partir de 11, 12, 13, 14 ans en fonction des enfants, donc avec des grandes différences d'âge, bien sûr. Donc, la physiologie, la capacité fonctionnelle à avoir une excitation sexuelle et à avoir des organes fonctionnels pour réaliser un acte sexuel. Et puis, tout le développement psychique, notamment ce fameux développement psycho-affectif, cette identité que l'on va appeler psychosexuelle, qui va s'édifier au rythme de l'enfant, du tout petit jusqu'à au moins 15-16 ans. C'est-à-dire que si vous voulez aller imposer un registre de la sexualité adulte à un enfant qui n'a pas fait librement ce processus identitaire, c'est prendre le risque de l'entraver. Alors, quand on parle de ce processus identitaire, on va avoir l'un des premiers éléments, par exemple, qui va être la différence des sexes, c'est-à-dire la différence entre les garçons et les filles. C'est un processus essentiel pour l'enfant qui va se dérouler avant ses 4 ans et venir percuter cette réalité, cette permanence de la différence des sexes. C'est prendre le risque de perturber le travail de développement d'une identité psychosexuelle propre à chacun de nous. Donc, si vous voulez, nous, dans ce livre notamment, on explique tout ça. On explique pour que, comme le dit très bien Olivia, tous les adultes aujourd'hui qui font des erreurs, mais en ayant de bonnes intentions, eh bien, ils pourront savoir pourquoi ce qu'ils font est dangereux à l'enfant. Ensuite, alors effectivement, il peut y avoir des différences. Je reviens maintenant au sujet principal qui nous occupe, à savoir le fameux livre. Olivia a raison quand elle dit qu'il peut y avoir des différences d'appréhension, qu'elle peut être, elle, moins choquée en tant que juriste spécialisée à rentrer dans des contenus difficiles. Je préciserai une chose, c'est-à-dire que moi, en tant que personne, à mon âge, ces contenus pornographiques, quand je les lis, ne me choquent pas. Je veux dire, je ne découvre pas des choses dont je n'ai jamais entendu parler. Voyez. Ce qui me choque, c'est que quand je le fais, je les lis en empathie d'un enfant. C'est-à-dire, je me mets à la place d'un adolescent qui le lirait. Et là, par contre, ça percute ma mémoire d'adolescente et ça percute surtout les relations que j'ai avec des adolescentes et des adolescents de cet âge-là aujourd'hui, dont on connaît la vulnérabilité de santé mentale, notamment à travers les conséquences très sous-estimées de la période Covid et du fait qu'on a empêché ces enfants pendant des mois de développer à un moment où justement leur âge nécessitait ces relations interpersonnelles et relationnelles permanentes. On a généré un manque affectif majeur dont on mesure aujourd'hui les conséquences sur une santé mentale des adolescents et notamment des adolescentes, qui est en France et dans d'autres pays d'Europe historique et dont aujourd'hui tous les travaux et toutes les études et tous les résultats chiffrés nous montrent qu'il y a un phénomène générationnel. C'est-à-dire qu'on est bien dans la génération des 15-25 ans et que c'est différent pour les 25-35. Donc, si vous voulez, cette réalité-là, qui n'était pas la réalité de moi, mon adolescence, elle s'impose à nous et elle nous oblige encore davantage. Bon, je crois que c'est important de le signaler et pour dire que voilà. Alors après, on va rentrer dans le détail. Je crois qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, je vais vous lire des passages du livre qui sont donc d'abord ceux qui ont été lus par le jeune garçon qui a lâché le livre et allé en parler à sa mère, et puis d'autres passages qu'il n'a pas lus, qui arrivent plus loin, qui vous permettront de mesurer effectivement, si on peut qualifier ça de sensiblerie quand on est choqué par ces contenus.
Donc, page 50. éloignez vos enfants. Voilà, éloignez vos enfants. Donc, page 50. Ma femme m'enfourche sans… Alors, oui, ce qu'il faut que j'explique quand même pour que vous compreniez bien, on a plusieurs personnages. On a le père, qui s'appelle Armand, la mère, qui s'appelle Birke, l'enfant, Miranda, qui donc, on va suivre de ses 16 ans à ses 27 ans, l'âge de son suicide programmé réussi, Miranda. On a son petit ami Swan et on a le frère de sa mère et on a qui s'appelle Luz et on a la maîtresse de son père qui s'appelle Lynn. Voilà, je vous le dis pour que vous compreniez. Donc là, c'est le père qui parle sur les 150 premières pages. C'est le père qui parle et qui raconte sa vie sexuelle avec sa femme et qui raconte sa fille, c'est-à-dire comment il perçoit sa fille. Et sur la deuxième partie du livre, c'est la fille qui raconte qui elle est et sa vie sexuelle et la vie sexuelle de ses parents, de son regard à elle, pour montrer la différence de perception entre les deux. Donc là, c'est le père qui parle, et il parle de sa femme, donc la mère de Miranda. Ma femme m'enfourche sans attendre que je sois complètement en érection, s'enfilant bite, index et majeur dans la chatte. De toute façon, ça y est, je bande à fond et elle retire ses doigts. Page 51. Elle aime que je la tienne comme ça, et à la façon dont elle frétille contre ma queue, je devine qu'elle a envie d'une pénétration anale. À condition que je la prépare, bien sûr. Je devrais être heureux qu'elle aime la sodomie. C'est loin d'être le cas de toutes les femmes. Et j'en connais beaucoup qui ne veulent même pas en entendre parler. Ou plutôt si, elles veulent bien en parler, mais certainement pas passer à l'acte. Ah non, pas question, c'est trop crade. Lave-toi le cul avant si tu ne veux pas que ce soit crade. Mon cul, il marche que dans un sens, des trucs peuvent en sortir, mais pas y entrer, désolé. Page 52. Une fois de plus, je m'introduis dans son cul préalablement lubrifié et travaillé par des rotations vigoureuses de l'index. Mon gland cogne déjà contre je ne sais pas quoi, une protubérance crénelée et spongieuse. Et je sens qu'il ne m'en faudrait pas beaucoup plus pour jouir, mais évidemment, je me retiens et je l'attends. J'attends la modification de son souffle, mais aussi l'imperceptible déclic que j'ai appris à guetter quand je suis dans son cul. Ce moment où le fourreau se resserre autour de ma verge, le renflement voluptueux de ses muqueuses, immédiatement suivi d'une pulsion profonde qui me dit que ça y est, je peux y aller, la rejoindre et finir avec elle. Je me retire immédiatement, mais précautionneusement, histoire de ne pas lui faire mal. Je veille aussi à ne pas salir les draps. Rien ne rebute Birke pendant l'amour, mais elle ne supporte pas la moindre traînée de merde sur nos draps. Page 53. Défonce-moi, suce tes doigts, caresse-toi, viens t'asseoir sur ma bouche, serre fort, sens-moi, tu vas me faire cracher. Lèche-moi le téton, gicle en moi, prends, regarde comme je suis, tire-moi les cheveux. C'est drôle la façon dont le dialogue érotique se met en place au sein d'un couple. Donc là, c'est à ce moment-là que, jeune garçon qu'on appellera Robin ici, est allé voir sa mère pour lui dire, écoute, je crois qu'il y a un problème avec ce livre. Alors, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Il y a plein de choses qui sont avant ces 50 pages. Je vais peut-être vous dire maintenant comment ce qu'on peut trouver après, page 54 par exemple. L'infidélité m'est nécessaire si je veux continuer à désirer ma femme. Mais pour l'heure, je ne pense ni à elle ni à moi, ni au coup de canif que nous avons l'un comme l'autre donné dans le contrat. Donc là, on est page 54, la page qui suit celle que je viens de… les exemples que je viens de vous donner. Je pense à Swan et Miranda, donc sa fille, le petit copain de sa fille. Est-ce qu'il la baise? Oui, sûrement. Est-ce qu'il la baise bien? Peu probable. Il m'a l'air trop narcissique et trop égoïste pour se soucier d'un autre plaisir que le sien. Je suis narcissique, mais pas égoïste. Et avant de tomber dans une heureuse torpeur post-coïdale, ma main vient s'introduire entre les cuisses de ma femme, histoire de la faire jouir une deuxième fois. Ensuite, page 58. Armand et sa maîtresse, Lynn. Nous sommes déjà dans sa chambre et je m'apprête à la déshabiller. Oui, Lynn est grosse, obèse même. Elle déteste ce mot. Ce que Lynn m'offre avec candeur, c'est un corps aux antipodes des formes déliées de ma femme. Un ventre dont les bourrelets dégringolent sur le pubis, des cuisses éléphantesques, des mollets comme des enfants et des seins énormes aux tétons démesurés. Lynn parle. Tu vois, je ne suis pas juste très grosse, j'ai de la cellulite, j'ai des vergitures. Tu as des tas de mecs qui fantasment, des rondeurs à la Rubens, tu vois, qui s'imaginent que mon corps est doux, lisse, molletonné,
rose et blanc, sans poils, sans boutons, sans cellulite surtout. C'est archi moche la cellulite. C'est ce que je supporte le plus mal, je crois. Et puis regarde, sous mes seins, entre mes cuisses, avec la sueur, ça macère et ça crée des irritations. C'est pour ça que j'aime autant prévenir. Armand lui répond. Mais quoi? Ça t'est déjà arrivé que les mecs se barrent après t'avoir vu nu? Lynn. C'est déjà arrivé qu'ils n'arrivent pas à bander, que ça les dégoûte finalement, alors que je leur plaisais. Enfin, ils croyaient que je leur plaisais. Et puis, une fois qu'ils avaient le nez dans ma graisse, je ne leur plaisais plus. Armand. Moi, tu me plais et tu m'excites. Armand. Après avoir couché pour la première fois avec Lynn, je suis rentrée chez moi, vaguement confus, ce qui fait que j'ai baisé Birk dans la foulée et que ça nous a remis sur les rails. Je suis donc infiniment reconnaissant à Lynn du bonheur et du plaisir que je donne à Birk. J'aimerais bien en parler à ma maîtresse des effets paradoxaux que notre relation a sur ma vie conjugale, mais elle refuse catégoriquement d'avoir ce genre de conversation avec moi. Alors, je peux continuer très longtemps. Oh, je pense que les gens qui nous ont écoutés, là, ils ont bien compris qu'on parle de choses, de propos, effectivement, pornographiques, dégradants, enfin, en tout cas, qui n'ont rien à faire dans les mains et les oreilles d'adolescents. Ça, alors, je vais vous lire. Ben voilà. Alors, je vais vous lire au moins un propos de Miranda. Oui, tiens. Voilà, donc il y en a beaucoup, mais je vais aller plus vite. De toute façon, les gens pourront le retrouver sur le lien du courrier. Donc là, on est page 394. Miranda, donc, qui parle. Vu la relation que nous avons, en parlant de Swan, son compagnon, mon ascendant sur lui, on pourrait s'attendre à ce que Swan soit mon soumis. C'est l'inverse. Évidemment, puisque je suis la seule des deux à me sentir coupable. La seule qu'anime un violent désir d'expiation. Miranda qui parle. La cire, point d'interrogation. Je propose ça l'air de rien, mais je sais très bien qu'il adore. Il aime aussi les caresses au couteau. Mais aujourd'hui, il est en colère. Ça risquerait d'aller trop loin. Je veux expier, c'est entendu, mais ce soir, je n'ai pas envie d'aller jusqu'au sang. Je me déshabille, je sors la bougie, l'allume et la lui tends avant de m'allonger. Ensuite, je le laisse mener le jeu, frémissant chaque fois que tombe une goutte de cire entre les omoplates, puis sur chaque vertèbre, jusqu'aux fesses, qu'il écarte d'un doigt expert pour notre finish. La bougie fond en dégageant une bonne odeur de térébenthine qui contribue à me détendre pour endurer les brûlures. Je les achète par 10 dans un sex shop en ligne, mais ce que Swan ne sait pas, c'est qu'elles ont un point de combustion plus bas que les bougies ordinaires, ce qui m'évite de me retrouver avec des cloques. J'ai quand même des bonnes sensations et quand Swan décolle les coulures de cire froide, elle laisse des marques sur ma peau pâle. Ensuite, c'est la dernière partie du rituel, le tube de crème, les mains de Swan, son massage léger d'abord, puis de plus en plus appuyé au fur et à mesure qu'il descend le long de mon échine, jusqu'à mon orifice anal, encore étoilé de cire rouge. Il a gardé le meilleur pour la fin, et tandis qu'il fait sauter ce dernier opercule, je gémis d'impatience et d'appréhension. Parce qu'après la cire, Swan ne s'emmerde pas avec les préliminaires, il s'engouffre brutalement, et tant pis pour moi si je ne suis pas prête. D'accord, donc là on lit les pratiques déviantes et qui portent atteinte à l'intégrité physique, parce que de la cire quand même, on donne des petits conseils quand même, il y a de la cire qui brûle moins que d'autres, c'est sympathique effectivement pour l'éducation des ados, des bonnes sensations, les massages, etc. C'est vraiment des propos qui peuvent inviter les jeunes à répéter, quoi, à mimer, à découvrir des sensations nouvelles. Donc je pense que c'est quand même des propos qui ne sont pas du tout en lien avec leur âge cognitif, quoi. Et puis le respect de son corps, de la dignité de soi et de l'autre. C'est exactement ce que vous dites, Cathy, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Je vais passer la parole, Olivia, parce que je pense que là, on va rentrer dans la partie juridique. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que, et ça, on l'explique bien justement dans le livre sur la partie des adolescents. À partir du moment où les jeunes sont passé la puberté, si vous voulez, ils sont fonctionnels. Et ils sont évidemment à un moment de leur vie où ils sont soumis à une multitude de pulsions sexuelles et il ne faut pas grand-chose pour les exciter. Tout le vocabulaire qui est employé ici, tous ces détails, sont des mécanismes d'excitation qui sont également utilisés par la pornographie sur les sites porno.
Donc, il est évident pour n'importe quel médecin gynécologue qui lit ces textes, qui d'ailleurs ont été sidérés eux-mêmes, que ce livre est un objet d'excitation sexuelle de celui qui va le lire ou de celle qui va le lire. C'est obligé. Voilà. Donc, on est là aussi, en dehors de toutes les conséquences dramatiques que va avoir un tel contenu sur des enfants, on est dans l'inverse exactement de la mission de l'école. Parce que, je le redis, et pour revenir également sur ce que disait Olivia sur la façon dont on peut appréhender cette chose-là, je n'aurais jamais eu la même réaction si j'avais lu ce contenu dans un livre qui était dans à la FNAC en libre accès. Après, les ados, ils peuvent acheter les livres qu'ils veulent, charge aux parents de faire attention éventuellement. Mais enfin, là, on est dans le cadre scolaire, dans le cadre d'une institution scolaire dont la mission est d'instruire et dont la mission notamment, c'est d'avoir une mission de par-excitation. C'est-à-dire qu'elle doit faire barrage aux pulsions d'excitation sexuelle des jeunes au moment où ils sont en situation de classe, c'est-à-dire en situation d'apprendre. Et tout ce livre et toute la sémantique et la rhétorique est exactement à l'inverse de ça. Voilà. Et je vais laisser la parole à Olivia sur toute l'analyse. Merci beaucoup. Oui, j'abonde dans ce que dit Sophie sur la sphère dans laquelle a été produite ce livre. Parce qu'effectivement, le fait de la donner dans le cadre de l'institution qu'est l'école, ça aboutit à briser le lien de sécurité et de confiance que l'enfant ou l'adolescent entretient vis-à-vis des adultes en général, vis-à-vis de ses parents en particulier, mais vis-à-vis des adultes en général. Et c'est particulièrement vrai dans ce livre qui met en scène de manière pornographique les ébats sexuels des parents de Miranda. C'est sûr que pour un enfant, un jeune, le fait que ce livre lui soit remis dans ce cadre institutionnel a des répercussions d'autant plus importantes pour lui, puisque contrairement peut-être à d'autres livres qui ont pu passer certains barrages, dans ce livre, en plus, il n'y a pas d'appareil critique. Tout ça est présenté comme parfaitement normal, voire souhaitable, et en particulier, la figure du père est extrêmement valorisée dans le livre, donc c'est tout à fait susceptible de perturber l'enfant, que ça soit la sphère scolaire qui présente ce livre avec des personnages comme modèles finalement. Bon, après ce petit préambule, c'est vrai que le contenu quand même particulier de ce livre permet de caractériser un certain nombre d'infractions, et notamment celui de l'exposition du mineur à la pornographie, puisque le texte de loi que certains de vos auditeurs doivent connaître, qui est l'article 227-24 du Code pénal, proscrit la diffusion auprès des mineurs, quel que soit le support, donc ça c'est vraiment important, quel qu'en soit le support, les messages à caractère, notamment à caractère pornographique. Et là, on est bien dans le support du livre, et c'est pas parce qu'on a des contenus entre guillemets peut-être plus trash encore sur Internet qu'on doit pour autant écarter l'application de la loi, puisque le livre est un support, le livre dont on parle est bien un support à caractère pornographique. Alors, la pornographie, elle se caractérise par les détails scabreux, les perversions dégradantes, la répétition des scènes de sexe très explicites, complaisantes, qui sont sorties assez souvent dans le livre de tout contexte sentimental. Ça caractérise bien la pornographie et l'exposition des mineurs à la pornographie. À partir du moment où il y a l'élément moral de l'infraction qui est constitué, là, l'élément moral, c'est la volonté de diffuser un message auprès des jeunes, ou l'absence de précaution qui est prise pour éviter que les mineurs ne perçoivent le message pornographique. Bon, là, on n'a pas de difficulté sur l'élément matériel qui est caractérisé, sur l'élément moral qui est caractérisé aussi, et donc c'est susceptible de qualifier l'infraction d'exposition de mineurs à la pornographie. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça, évidemment, c'est la mise en péril de mineurs par infraction sexuelle commise contre un mineur, mais on peut tout à fait caractériser cette infraction compte tenu du contenu du livre. Après, on peut aussi, ça je le dis pour les parents, quand ils ont à argumenter face à l'institution, ils peuvent aussi faire état des violences psychologiques que peut avoir subi leur enfant. Alors là, dans le cas du jeune garçon, on sait que ça a causé un certain traumatisme. Et aujourd'hui, le code pénal a inclus dans les violences, non seulement les violences physiques, mais aussi les violences psychologiques. Et en cela, il a rejoint la Convention internationale des droits de l'enfant, dans laquelle il y avait eu des notes et des études qui étaient parues pour dire que, en particulier vis-à-vis des enfants, les violences ne devaient pas seulement
s'entendre des violences physiques, mais que on pouvait aussi avoir des violences psychologiques. Et une violence psychologique, elle est caractérisée par le choc émotif ou la perturbation psychologique subie par celui qui reçoit la violence psychologique. Donc il suffit, dès lors que la victime, en l'occurrence l'ado, a été impressionnée vivement par la lecture, que ça lui a causé un choc émotif, eh bien, c'est susceptible de constituer une violence psychologique et on pourrait se poser la question de poursuivre l'auteur de cette violence psychologique dès lors que l'attention est quand même bien attirée de nos jours sur la violence que constitue l'exposition d'un mineur à un caractère pornographique, à un contenu pornographique. Et les adultes ne peuvent quand même pas nier le fait qu'ils soient bien informés là-dessus, surtout dans le cadre scolaire, puisque dans le cadre scolaire, c'est une de leurs missions, c'est la prévention contre l'exposition à la pornographie pour bien expliquer aux élèves en quoi c'est nocif et en quoi ça ne constitue pas la réalité. Et donc, c'est d'autant plus choquant quand un éducateur chargé de cette mission, eh bien, fournit lui-même ce contenu pornographique alors qu'il sait que ça peut entraîner un traumatisme. Ça, c'est les deux Excusez-moi, infractions principales, il me semble, hein, qu'on Olivia, pourrait caractériser. Oui. l'article qui concerne les violences psychologiques, l'article du code pénal, c'est lequel? Vous l'avez sous les yeux, Alors, non? c'est le 222-14-3. Tiré C'est un 14. article récent, hein. Il n'est pas très connu parce qu'il est assez récent. Alors, je ne sais plus à quelle date il a été introduit dans le code pénal, mais ça fait moins d'une dizaine d'années. D'accord, ok. Non, mais c'est parfait, je vais le noter aussi. Et ce que vous avez peut-être pas dit aussi, c'est que il y a une circonstance aggravante quand même dans ces infractions quand elles sont Oui, commises. alors évidemment, j'ai pas parlé des circonstances aggravantes, mais c'est vrai que toutes les infractions là que je vais citer, elles sont aggravées par le fait que ça soit commis par un mineur, éventuellement pour les Sur violences, un on mineur, pourrait sur dire un mineur. sur un mineur, voilà, que ça soit commis en réunion s'il y a plusieurs personnes, bon, et puis par une personne qui a autorité aussi. C'est souvent une circonstance aggravante. Alors, c'est pas une circonstance aggravante de toutes les infractions, mais pour certaines infractions, c'est une circonstance aggravante. D'accord. Voilà. Voilà, non, moi On j'avais peut noté aussi, oui, excusez-moi, j'avais noté l'article 227-22 aussi, oui, c'est ça. qui, C'est ce qu'on appelle la corruption de mineurs. Donc, la voilà, c'est corruption ça. de mineurs, la définition de la corruption de mineur, c'est les agissements qui ont pour objet de pervertir la sexualité d'un mineur ou de l'encourager à avoir une activité sexuelle dépravée, c'est-à-dire habituellement dénuée de sens moral. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est de caractériser l'activité sexuelle dépravée, hein, parce que on va dire que l'appréhension de la diversité des pratiques et des mœurs aujourd'hui fait que c'est extrêmement difficile de caractériser ça. Mais on peut quand même se dire que la pornographie crée, il y a eu un arrêt assez intéressant de la Chambre criminelle de la Cour de casse en 2015 qui a allié, qui a associé la détention d'images pornographiques avec la lubricité. Alors, la lubricité, elle est définie comme le caractère de ce qui cherche à provoquer un penchant effréné pour les plaisirs sexuels. Donc, vous voyez, c'est une définition péjorative. Donc, on peut quand même faire un lien entre pornographie, vouloir exposer un mineur à la pornographie, c'est-à-dire finalement chercher à provoquer cette lubricité, c'est-à-dire ce penchant effréné pour les plaisirs sexuels. Et dans ce cadre-là, on pourrait dire qu'on pourrait avoir de la corruption de mineurs. Bon, il faut quand même, j'introduis quand même une réserve parce que un certain nombre d'auditeurs doivent le savoir, mais peut-être pas tous. Pour caractériser une infraction pénale, il suffit pas de l'élément matériel, c'est-à-dire par exemple le fait d'exposer le mineur à la pornographie ne suffit pas, il faut aussi l'élément moral. Et là, en l'occurrence, pour la corruption de mineurs, l'élément moral, c'est la volonté ou même seulement la conscience de l'adulte d'agir en vue de la corruption du mineur. Ça va quand même être plus difficile comme élément, la preuve à rapporter, ce que je disais tout à l'heure, hein. Je pense que heureusement, la plupart des intervenants dans la sphère scolaire n'ont pas pour projet d'agir, par exemple, en vue de la corruption d'un mineur. Ils sont souvent mal informés ou en tout cas peu conscients
inconscients, on va dire, mais ils n'agissent pas négativement. Donc la corruption de mineurs, on peut toujours y penser, mais l'élément moral sera sans doute plus difficile à retenir. Il y a une autre infraction qui est intéressante, je trouve, c'est la contravention d'outrage sexuel. Et ça punit le fait d'imposer à une personne des propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile. J'ai élagué l'article pour retenir que les termes qui nous intéressent. Et là, je trouve que ça peut être assez facilement caractérisé dans la mesure où l'enfant, l'élève, est par définition dans une situation qui est une situation où il est en position de, peut-être pas d'infériorité, mais en tout cas, il n'est pas dans une position très sécure dans la sphère de l'école, puisque notamment dans un cours de français, eh bien, il sait qu'il y a une notation au bout. Quand on est à l'époque du lycée, eh ben, on sait qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, les élèves sont hyper stressés parce qu'ils savent qu'à chaque cours de français, ils peuvent avoir une évaluation qui va rentrer dans leur dossier Parcoursup. Donc, ils sont dans une situation qui est intimidante au sens où ils ont peu de liberté d'action face aux profs. Et donc, ils peuvent se voir imposer ces propos à connotation sexuelle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Cathy, notamment pour des élèves qui auraient été déjà victimes, malheureusement, d'agressions sexuelles, eh bien, ces propos, parce que les propos, c'est pas forcément de l'oral. Un propos, ça peut aussi être à caractère écrit, hein, puisque un propos, c'est une unité d'un discours oral ou écrit. Donc, ça peut tout à fait être retenu dans un contenu écrit. Il est imposé à une personne qui est dans une situation intimidante, voire hostile. Si jamais il n'est pas très bon scolairement, il va se sentir un peu dans une situation hostile à l'école. Et donc, je trouve qu'on pourrait retenir la contravention d'outrage sexuel. Bon, là encore, il faut caractériser l'élément moral, mais l'élément moral, par exemple, il pourrait être retenu par l'insistance de l'enseignant pour faire lire le livre, ou alors l'enseignant qui balaye du revers de la main les réticences de l'élève en lui disant vous êtes beaucoup trop sensible, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, lisez ce livre. Voilà, ça pourrait caractériser l'élément moral, il me semble. Oui, Ensuite, oui. ouais, il reste un peu tout ce qui est manquement à la prudence, manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Bon, c'est un peu là aussi un petit peu théorique, mais pour que ça puisse être caractérisé, il faudrait que, par exemple, il me semble que l'élève ait été signalé, se soit signalé comme un peu fragile, par exemple, ou alors que l'enseignant ait conscience du passé de l'élève et qu'il n'ait pas tenu compte de ce signalement et qu'il ait continué à imposer la lecture. Voilà. C'est un peu ça, ce sont les infractions pénales. Mais les infractions pénales, c'est pas tout ce qu'on peut faire valoir quand on discute, quand on est parent avec des enseignants. On peut aussi mobiliser du contenu législatif qui ressort du droit privé civil pour agir en faveur de la protection de son enfant. Donc, tout ne tombe pas sous le coup d'une infraction pénale. Toutes les infractions pénales ne peuvent pas être caractérisées. Et parfois, on défend son enfant avec le droit civil, notamment la protection de la vie privée qui comprend le respect de l'intimité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Or, tout ce qui est contenu sexuel porte directement atteinte à l'intimité des élèves, notamment parce que, comme le disait Sophie, la lecture de ces livres est excitant, donc c'est performatif, donc ça touche à la sexualité elle-même. Et la sexualité, c'est du ressort de l'intime. Donc il y a déjà le respect de la vie privée. Il y a un élément qui est très important que les parents doivent faire valoir, c'est le respect du consentement. Dans tout ce qui est éducation à la sexualité, le mantra, c'est que si on fait de l'éducation à la sexualité à l'école, c'est pour apprendre aux élèves à respecter le consentement. Et on nous dit toujours, ils ont sous les yeux le mauvais exemple de la pornographie qui bafoue le consentement. Ben, nous, on va lutter contre ça et on va apprendre le consentement, le respect du consentement. Or, justement, au moment où on prétend apprendre le respect du consentement, imposer un contenu à caractère sexuel à un élève qui le refuse ou qui n'a pas la possibilité de le refuser parce qu'il est trop intimidé, ben, c'est une violation de son consentement. Et ça, il faut vraiment le dire. On a parfois, j'élargis un peu au-dessus
au-dessus du livre. Mais on pourrait reprendre ce livre, parce que ce livre, les livres du prix Goncourt qui sont distribués aux élèves, ensuite, ils doivent faire l'objet d'un débat dans la classe, éventuellement d'un débat avec les auteurs qui seraient invités. Est-ce qu'on imaginerait qu'on réunirait des adultes à qui on imposerait la lecture des scènes que vous avez entendues tout à l'heure, avec pour obligation d'en débattre entre eux? N'importe quel adulte dirait non, excuse-moi, hein, j'ai ma liberté, j'ai aucune envie de discuter avec toi de la pratique de la sodomie par les parents de Miranda. Donc, je sors Mm. de la pièce. Or là, les élèves, on va les contraindre à faire ça. Ou quand on a de l'éducation à la sexualité qui impose des gestes de nature sexuelle, comme c'est souvent le cas dans des classes où, par exemple, on va dire, au prétexte de prophylactie, on va leur dire, vous devez apprendre à poser un préservatif sur un phallus en érection, et donc on va imposer à des élèves qui sont réticents ce geste. Eh bien, c'est une violation de leur consentement, et les parents doivent le dire, doivent vraiment insister là-dessus. C'est les points les plus importants. Il y a aussi le droit à la santé, hein, le droit à la santé qui est lié à une exposition à la pornographie ou à des contenus sexuels auxquels l'enfant n'est pas prêt, eh bien, ça viole son droit à la santé puisque ça le perturbe. Et ça, c'est quand même des éléments du droit privé que les parents doivent s'approprier pour le faire valoir dans la sphère de l'institution qui est l'école. Donc, on a tout le volet du droit pénal, mais on n'a pas que le droit pénal. Avant d'aller vers le droit pénal, peut-être prioritairement, moi, ce que je conseille toujours, hein, parce que je le redis encore une fois, souvent le dialogue permet quand même de résoudre bien des situations. C'est pas toujours le cas, mais souvent quand même c'est le cas. Alors d'abord, les parents ont vraiment maintenant cette devoir, cette responsabilité de vérifier tout le contenu de ce qui est donné à leurs enfants dans le cadre de l'école. On ne peut pas mettre ses enfants à l'école les yeux fermés, comme on ne peut pas envoyer sa fille de 10 ans les yeux fermés dans un rayon de médiathèque, même au rayon jeunesse, parce qu'elle peut être confrontée à du contenu inadapté. Donc, les parents doivent être vigilants, regarder le contenu, et s'ils estiment que le contenu est inadapté au développement de leur enfant, eh bien, ils prennent rendez-vous avec l'institution et ils refusent que leur enfant soit exposé à ce contenu en faisant valoir les arguments tirés du droit privé. Et puis, c'est seulement si la situation se dégrade qu'on peut penser à une infraction pénale. Mais en premier lieu, c'est vraiment essayer d'introduire ce dialogue. Et plus il y a de parents qui rentreront en discussion avec la sphère scolaire, plus les enseignants se rendront compte que le postulat qu'on peut donner n'importe quel contenu adulte et n'importe quel contenu sur la sexualité aux enfants est faux. Et donc, voilà, il y a ce travail aussi un peu, on va dire, d'éducation des enseignants. Et je terminerai par une dernière chose. Vous avez tout à l'heure commencé par citer cet extrait du Café pédagogique où le journaliste s'émeuvait au prétexte de la liberté pédagogique de l'enseignant. Certes, c'est un principe de l'éducation nationale. L'enseignant a une liberté pédagogique dans le choix des contenus, mais la liberté pédagogique ne peut jamais, évidemment, être avancée comme une quelconque excuse, même une quelconque circonstance atténuante à la commission d'une infraction pénale. La liberté pédagogique n'est pas un principe constitutionnel qui serait supérieur à la loi. La liberté pédagogique doit évidemment respecter la loi française, que ce soit le droit civil, la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par la France et évidemment le droit pénal. Merci Voilà. pour ce rappel fondamental, Olivia. Alors moi, j'ai juste une petite question parce qu'on va arriver au terme du temps qu'on s'est donné. Comment les parents qui peuvent être en difficulté peuvent contacter votre association? Et est-ce que c'est possible? Alors, juriste, oui, oui, tout à fait. Juriste pour l'enfance, vous pouvez nous contacter. On a une adresse qui est contact@juriste au pluriel pour l'enfance tout attaché.com. Nous répondons. Alors, comme on n'est pas une grosse association, on ne répond pas forcément dans la minute. On répond, notre mission, on va dire, on va pouvoir donner des premiers conseils aux parents pour les aiguiller comment s'adresser à l'institution, quels sont les premiers éléments de droit à faire valoir. Ensuite, si on va dire que le dossier, entre guillemets, devient plus sérieux parce que par exemple, l'institution scolaire fait la sourde oreille, refuse d'entendre ce qui a été dit par les parents, refuse de prendre en compte la situation qui lui a été signalée et que ça nécessite
d'avoir l'assistance d'un avocat, par exemple. On peut recommander des avocats, mais on n'intervient là pas directement pour la famille. Nous, on donne voilà, des premières orientations. Donc, juriste pour l'enfance.com. Après juriste, il faut rajouter pour l'enfance.com. Je reprends. Voilà, nous donnons des premières orientations très volontiers. Mais nous n'intervenons pas directement, sauf vraiment cas Génial. très exceptionnels dans les dossiers. Je vais y arriver. Ah, excusez-moi. Vous pouvez continuer si vous voulez. Je vais. Hop, hop, hop. Contact. Voilà. Mais j'insiste vraiment sur le fait que les parents se sentent légitimes dans le respect des besoins et des droits de leur enfant. Ils sont légitimes pour le faire. Alors bien sûr, il faut respecter, j'insiste aussi là-dessus, parce que on peut avoir des excès. Il faut aussi respecter le cadre légal et évidemment le cadre de la courtoisie et de la politesse. Donc on s'adresse avec courtoisie et politesse aux personnes qu'on a en face de soi. Si on a peur de s'échauffer rapidement dans le cours du dialogue, on n'hésite pas à se faire accompagner par quelqu'un qui peut-être fera office pour prendre la parole, pour être une médiation. Nous, c'est aussi ce qu'on peut. On propose aussi, dans le ton des courriers, parfois de reprendre un peu pour rester toujours vraiment dans ce qui peut être euh, aussi le mieux pris par l'institution scolaire. J'insiste là-dessus aussi. Plus on est courtois et mesuré dans ses arguments et fondé objectivement, et plus on a de chances d'être entendu. Donc ça, c'est important aussi. Parfois, on peut être très énervé au vu des conséquences que subisse un enfant qui a été exposé à un contenu inadapté. Il faut arriver, en se faisant accompagner, à prendre un peu de recul pour pouvoir exposer la situation de manière calme, sereine et pouvoir engager vraiment un débat et trouver une solution. Merci beaucoup, Olivia. Sophie, je vais vous passer la parole également pour un mot de conclusion et également peut-être dire comment on peut vous rejoindre ou vous contacter en cas de besoin parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de besoins qui vont s'exprimer. Alors oui, merci Cathy, merci Olivia. J'espère qu'on a répondu aux grandes interrogations que peuvent susciter de tels contenus. Pour SOS Éducation, je vous l'ai mis dans le chat, c'est contact@soseducation.org. Pour conclure, je dirais la même chose qu'Olivia. Reprenez votre place de parent. Pour les personnels éducatifs, faites-vous confiance, retrouvez le bon sens. Ne vous laissez pas endoctriner par un contexte pornographique d'ambiance qui est dévastateur pour les enfants, pour la jeunesse. N'oublions jamais que l'avenir de la société, c'est eux, pas nous. Et j'invite tous ceux qui le peuvent à lire le courrier et les annexes. Vous verrez que je n'ai pas du tout... j'ai pris des exemples que d'ailleurs j'avais déjà cités qui sont très accessibles et qui sont très plus pornographiques, mais il y a d'autres exemples que j'aurais pu citer qui sont dans le courrier, notamment par rapport, je crois que tu parlais de la lubricité, Olivia, où là on a vraiment des exemples qui caractérisent exactement cette intention. Voilà. Donc, je pense que c'est important de ne pas laisser faire. Et malheureusement, on est obligé de dire, et nous, on a la même approche que Juristes pour l'enfance, c'est-à-dire qu'on est toujours en privilège, on privilégie toujours le dialogue, bien sûr. D'ailleurs, on ne fait aucune autre action. Je veux dire, les actions de violence, c'est pas dans notre conception, notre manière de travailler en tant qu'association. Et donc, nous, l'autre action, c'est évidemment d'informer les ministres concernés en les mettant face à leurs responsabilités. Malheureusement, ils ne répondent pas souvent. Ils laissent faire, mais l'histoire laisse des traces écrites et c'est pour ça que nous écrivons. Et nous marquons qu'à un moment donné, je crois que c'est Maurice Berger qui m'avait dit ça, je vais citer parce que pour finir en conclusion, on a beaucoup travaillé avec Maurice Berger qui reçoit beaucoup d'enfants en difficulté, qui répare le psychique des enfants, notamment des enfants abusés. Il m'expliquait un jour où moi j'avais du mal quand même à comprendre que oui, des fois il renvoie des enfants qui ont été abusés dans l'endroit où l'enfant va être abusé.
Et parce que la justice ne permet pas de protéger les enfants. C'est tout le travail qu'a tenté de mener la Civis 1. Et Maurice m'a dit un jour que ce qu'il faisait dans ces cas-là, quand il était plus jeune, dans les premiers enfants qu'il a accompagnés, c'est qu'il leur faisait une lettre. Et dans cette lettre, il disait à l'enfant, tu as raconté à un médecin, qui était moi, ou quelque chose qui t'est arrivé, et je veux que tu saches que des gens sérieux, des médecins dans ces métiers, t'ont cru. T'ont cru, ils vont essayer de te protéger. Je veux que tu saches que je ne suis pas sûre de réussir à te protéger, mais je veux que tu saches que je t'ai cru et que moi, médecin, personne adulte sérieuse, je sais que tu as dit la vérité. Et je veux que tu gardes ce courrier parce que dans ta vie, tu auras peut-être besoin de le relire. Voilà, ça sera mon message de conclusion. Merci, c'est un message plein d'espoir, hein, pour les enfants, les ados, mais aussi les parents. C'est important effectivement de dire, c'est une parole du juge Durand, hein, je te crois. C'est très, très important quand un adulte dit ça à un enfant ou un policier, un gendarme à une victime, quel que soit son âge. Je vous crois, je te crois. C'est la première chose à faire. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour cette émission d'une grande, grande qualité. Vraiment, je crois que les personnes qui nous auront écoutés, qui vont nous écouter dans l'avenir, comprennent de quoi on a parlé, comprennent pourquoi on fait tout ça. On le fait pour protéger les enfants. C'est l'avenir de notre pays, mais ils sont actuellement, eux, dans le présent et dans ce qu'ils vivent. Donc, nous avons le devoir tous de nous mobiliser pour les protéger. Et rappelons l'éducation nationale à ses missions régaliennes qui sont d'enseigner avec bienveillance, d'apprendre la curiosité, le libre arbitre, l'indépendance intellectuelle à nos enfants. Bien sûr que c'est une administration qui est très, très importante dans notre pays comme dans tous les pays démocratiques. Et bien sûr que nous sommes aux côtés des enseignants qui essaient de travailler dans cet état d'esprit-là parce qu'ils sont nombreux, ça j'en suis certaine. Nous sommes à vos côtés. Et levez-vous, dressez-vous contre ce qu'on essaie de vous faire. Rejoignez-nous dans ce combat. Je pense qu'en 48 heures, ce combat, il peut être gagné si on se met vraiment tous ensemble. Voilà, donc merci à tous, merci à vous deux. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir de partager cette émission avec vous. À très bientôt. Et donc, on va se quitter avec le petit générique de Police pour la vérité. Au revoir. Merci Cathy. Merci. Au revoir Cathy.